Un millionnaire solitaire n'avait pas touché une femme depuis 7 ans, jusqu'à ce qu'il voie sa nouvelle employée s'occuper de sa fille en fauteuil roulant. L'homme est tombé éperdument amoureux. Le brouillard du matin recouvrait la vaste propriété d'Étienne Moreau comme un voile silencieux, isolant un peu plus encore cet homme que toute la région connaissait sans vraiment le connaître. À 43 ans, il était à la tête de l'un des plus grands domaines viticoles des environs de Bordeaux, héritage d'une lignée d'entrepreneurs respectés. Pourtant, derrière les lourdes portes de pierre de son château, Étienne vivait reclus, prisonnier d'une vie qui, autrefois, avait débordé de chaleur et de promesses. 7 années s'étaient écoulées depuis l'accident. 7 longues années depuis que la voiture, dérapant sur une route mouillée par une pluie d'automne, avait emporté sa femme, Camille, laissant leur fille Clémence à jamais transformée. La fillette, alors âgée de 5 ans, n'avait plus jamais pu marcher. Le poids de cette nuit tragique étouffait chaque jour un peu plus Étienne, nourrissant une culpabilité aussi lourde que le silence qui régnait dans les couloirs du domaine. Il avait tenté, au début, de maintenir une vie normale, de continuer à diriger ses affaires, à assister aux réceptions mondaines où son nom était encore prononcé avec respect. Mais bien vite, le regard des autres, empli de pitié ou de curiosité malsaine, l'avait repoussé dans sa coquille. Là, entre les murs épais de sa demeure, Étienne s'était voué corps et âme à son travail, multipliant les expansions et les innovations dans ses vignobles. La prospérité économique masquait à peine le désert émotionnel qui s'étendait en lui. Clémence grandissait, belle et fragile, comme une fleur sauvage dans un environnement de pierre. Elle avait hérité des cheveux blonds et du sourire lumineux de sa mère, mais ses yeux d'un bleu profond portaient une tristesse qu'aucun enfant ne devrait jamais connaître. Malgré ses efforts, Étienne n'avait jamais su combler ce vide ni en elle ni en lui-même. Les nourrices, les thérapeutes, les gouvernantes se succédaient, incapables d'apporter l'étincelle d'espérance qui semblait à jamais perdue. Chaque matin, Étienne parcourait seul les rangées de vignes, supervisant le travail de ses équipes, goûtant au raisin, ajustant chaque détail de la production. Ce rituel immuable lui donnait l'illusion de contrôler quelque chose dans un monde où tout lui avait échappé. Mais même au cœur de ces terres, il sentait la solitude s'enrouler autour de lui comme une vigne sauvage étouffant un arbre. Il ne se souvenait plus de la dernière fois qu'il avait touché une femme, qu'il avait ressenti le frisson d'une caresse, le souffle partagé d'une étreinte. Les années avaient passé sans qu'il s'en rende compte, le privant peu à peu de tout ce qui faisait de lui un homme vivant. Il était devenu une ombre, une légende vivante de Bordeaux, respectée mais tristement évoquée dans les murmures. Pourtant, ce matin-là, en se tenant devant la fenêtre de son bureau, une lettre à la main, quelque chose d'imperceptible frémissait dans l'air froid. La lettre provenait d'une agence spécialisée qu'il avait contactée quelques semaines plus tôt, après le départ précipité de la dernière gouvernante, incapable de faire face à la mélancolie silencieuse de Clémence. « Nous avons trouvé une candidate exceptionnelle », annonçait la lettre. « Expérimentée, bienveillante et recommandée par d'anciens employeurs prestigieux. Son nom est Élise Laurent. » Étienne posa la lettre sur son bureau, le regard perdu au-delà des champs qui s'étendaient sous un ciel d'acier. Il n'attendait plus rien de bon depuis longtemps. Chaque nouvel essai n'avait été qu'un rappel cruel de tout ce qui lui manquait. Mais il y avait, cette fois, un frémissement étrange, une hésitation au fond de son être, comme si quelque chose d'invisible frappait doucement à la porte de son isolement. Il secoua la tête, chassant ses pensées inutiles. La jeune femme arriverait demain. Elle ne resterait sûrement pas comme les autres. Après tout, qui pourrait vouloir s'attacher à une maison si pleine d'ombres et de silence? Pourtant, au plus profond de lui-même, Étienne sentit une fissure minuscule s'ouvrir dans l'armure qu'il avait forgée au fil des ans. Une faille à peine perceptible, mais suffisante pour laisser passer une lumière timide, fragile, mais bien réelle. Et dans cette lumière naissante, sans même en être conscient, son destin commençait déjà à changer. Le lendemain matin, le domaine Moreau semblait différent, comme si l'air lui-même retenait son souffle. Étienne se tenait dans l'entrée principale, vêtu de son éternel costume gris, les mains croisées dans le dos. Il n'était pas homme à attendre qui que ce soit, encore moins une étrangère qu'il ne connaissait pas. Mais ce jour-là, sans savoir pourquoi, il était descendu, tôt de son bureau, incapable de rester immobile. Un bruit de moteur sur le gravier du chemin principal fit écho dans la cour silencieuse.
Une petite voiture, modeste et discrète, se gara près de la fontaine centrale. Étienne sentit son cœur battre plus vite, phénomène presque oublié, comme un muscle trop longtemps resté au repos. La portière s'ouvrit et une jeune femme en descendit, Élise Laurent. Elle portait un manteau beige simple, une écharpe nouée autour du cou et traînait derrière elle une grande valise cabossée. Son allure n'avait rien de prétentieux. Au contraire, elle semblait presque déplacée dans cet écrin de luxe, figée dans la tristesse. Étienne observa chaque détail sans en avoir conscience. La démarche assurée mais douce, les cheveux bruns attachés à la va-vite, le regard clair, d'une couleur indéfinissable entre le vert et le gris, qui semblait voir tout sans juger. Lorsqu'elle le vit, elle s'arrêta, esquissa un sourire hésitant puis s'approcha avec calme. « Monsieur Moreau ?» Sa voix était douce, légèrement rauque, comme si elle venait de traverser un long chemin poussiéreux. Étienne hocha la tête, incapable de répondre immédiatement. Il remarqua alors quelque chose d'étrange. En présence de cet inconnu, il ne ressentait ni gêne, ni irritation, ni la lassitude anticipée qu'il éprouvait toujours face aux nouvelles. Recluse. Il ressentait autre chose, une sorte de paix, fragile et imprévue. « Bienvenue », réussit-il enfin à articuler. « Venez, je vais vous présenter à Clémence. » Il la guida à travers les vastes couloirs de pierre, passant devant des tableaux anciens et des tapisseries pâlies. Aucun mot ne fut échangé durant ce trajet silencieux, mais une tension nouvelle flottait dans l'air, une tension que même les murs de pierre ne parvenaient pas à étouffer. Lorsqu'ils entrèrent dans le salon où Clémence passait ses matinées, la fillette releva la tête de son livre. Ses cheveux dorés tombaient en cascade sur ses épaules et ses yeux tristes observèrent Élise avec une prudence mêlée de curiosité. Étienne retint son souffle, habitué au premier regard méfiant de sa fille envers les étrangers. Mais à sa grande surprise, Élise s'agenouilla immédiatement devant Clémence, sans effusion, sans geste brusque. « Bonjour Clémence », dit-elle avec simplicité. « Je m'appelle Élise. Je suis très contente de te rencontrer. » Clémence cligna des yeux, visiblement déstabilisée par tant de naturel. Après un instant d'hésitation, elle murmura un faible « bonjour », presque inaudible. Étienne sentit son cœur se serrer. D'ordinaire, il fallait des jours, parfois des semaines, avant que Clémence ne daigne adresser un mot aux nouvelles employées. Élise sembla comprendre sans effort les silences de l'enfant. Elle ne chercha pas à combler l'espace de paroles inutiles, ni à forcer une interaction. Elle resta là, patiemment, son regard plongé dans celui de Clémence, tissant en quelques secondes un lien que tant d'autres n'avaient jamais su établir. Étienne détourna les yeux, troublé. Il n'aurait su dire ce qui le bouleversait davantage, la facilité avec laquelle Élise atteignait sa fille, ou la façon dont sa simple présence semblait ébranler les fondations mêmes de son existence figée. La journée continua dans un rythme étrange et nouveau. Élise visita le domaine, découvrit ses fonctions principales, écouta avec une attention sincère les besoins spécifiques de Clémence. Elle prenait des notes dans un petit carnet écorné, posait des questions précises, mais jamais intrusives. Étienne, malgré lui, se surprenait à l'observer. Il remarqua la douceur de ses gestes, l'intelligence de son regard, cette façon subtile qu'elle avait de s'adapter à chaque espace sans jamais le dominer. En fin d'après-midi, alors que le soleil déclinait derrière les collines, Étienne se retrouva seul dans son bureau, assis dans son fauteuil de cuir usé. Il fixait un verre de vin rouge qu'il n'avait pas encore porté à ses lèvres. Quelque chose avait changé. Il le sentait dans ses entrailles, aussi clairement que le parfum des vignes en été. Élise Laurent n'était pas comme les autres. Elle ne faisait pas semblant de compatir. Elle n'essayait pas de réparer ce qui était irréparable. Elle était simplement là, présente, authentique. Et dans le silence de son bureau, pour la première fois depuis 7 ans, Étienne Moreau sentit une émotion dangereusement proche de l'espoir venir gratter doucement à la porte de son cœur fermé. Les jours suivants passèrent comme un murmure dans les couloirs du domaine Moreau. Étienne observait à distance la relation naissante entre sa fille et Élise, incapable de détourner le regard, comme fasciné par un miracle discret qui prenait forme sous ses yeux fatigués. Clémence, habituellement si réticente à toute nouveauté, semblait s'ouvrir à Élise avec une aisance troublante. Chaque matin, la jeune femme entrait dans la chambre de la fillette sans fracas, saluait d'une voix douce et s'asseyait près d'elle sans imposer de jeu ou de discussion forcée.
Elle attendait que Clémence vienne à elle, patiente et immuable, comme une présence bienveillante que l'on finit par accepter naturellement. Étienne surprit parfois des éclats de rire filtrant sous les portes closes. Ce son, qu'il n'avait plus entendu depuis des années, serrait son cœur d'une douleur douce et insupportable à la fois. C'était comme entendre une mélodie oubliée revenir subitement du fond de la mémoire. Un après-midi, alors que le soleil baignait les jardins dans une lumière tiède, Étienne, rentrant plus tôt que prévu de ses vignes, aperçut Élise et Clémence dans la cour intérieure. La petite, installée dans son fauteuil roulant, tenait une craie colorée dans une main tremblante, traçant des formes maladroites sur les dalles en pierre, sous l'œil attentif d'Élise. La jeune femme l'encourageait doucement, sans jamais la corriger, célébrant chaque dessin, chaque tentative comme une victoire éclatante. Clémence, le visage illuminé d'un sourire rare, semblait briller d'une joie que même Étienne avait presque oubliée. Il resta là, caché derrière un pilier de pierre, incapable de se faire connaître, pris d'une émotion si brutale qu'il dut s'appuyer au mur pour ne pas chanceler. Ce n'était pas seulement de la reconnaissance, c'était quelque chose de plus profond, de plus déchirant, une admiration pure, mêlée à un sentiment de perte irréparable. Étienne comprenait désormais que ce n'était pas Clémence seulement qui avait été amputée d'une part essentielle d'elle-même ce soir-là, mais lui aussi. Et voir sa fille renaître, même timidement, sous les soins d'Élise, lui rappelait cruellement tout ce qu'il avait abandonné. Le soir venu, après avoir dîné en silence, Clémence avait insisté pour que mademoiselle Élise prenne son repas avec eux. Étienne s'attarda dans la salle à manger. Élise aidait la petite à choisir un livre pour l'histoire du soir. Leur voix basse, entrecoupée de rires étouffés, emplissèrent la pièce d'une chaleur que même le plus grand feu de cheminée n'aurait pu égaler. Quand enfin Clémence fut couchée, Étienne trouva Élise seule dans la bibliothèque, rangeant les livres épars avec méthode. Il resta un instant à la contempler, troublé par la simplicité gracieuse de ses gestes. « Merci », dit-il enfin, sa voix plus rauque qu'il ne l'aurait voulu. Élise se retourna, surprise, un livre encore dans les mains. Elle le regarda sans faux semblant, avec cette franchise désarmante qui semblait être sa marque. « Je n'ai rien fait d'extraordinaire, monsieur Moreau », répondit-elle doucement. « Si, vous avez fait quelque chose que personne d'autre n'a réussi à faire. » Elle posa délicatement le livre sur l'étagère avant de croiser ses bras contre elle, comme pour se protéger. « Parfois, » dit-elle après un court silence, « il suffit juste d'être là, d'être vraiment là. » Ces mots résonnèrent en Étienne bien plus fort qu'il ne l'aurait admis. Il détourna les yeux, submergé par une émotion brutale qu'il ne pouvait encore nommer. Il aurait dû se retirer, mettre de la distance, rappeler à lui-même et à elle leurs places respectives. Mais il resta là, incapable de partir, comme s'il était suspendu dans un moment fragile et parfait où l'avenir, pour une fois, semblait moins lourd. Ce soir-là, dans la grande maison silencieuse, un fil invisible se tissa entre eux. Un fil ténu, presque imperceptible, mais solide, né non pas de mots ou de gestes, mais d'une reconnaissance mutuelle de la douleur que chacun portait en silence. Étienne se coucha tard cette nuit-là, incapable de trouver le sommeil. Le visage d'Élise hantait ses pensées, tout comme le sourire retrouvé de sa fille. Il savait que quelque chose en lui avait bougé, quelque chose qu'il ne parviendrait plus à enfouir, peu importe ses efforts. Et dans l'obscurité de sa chambre, pour la première fois depuis bien longtemps, Étienne Moreau murmura un vœu qu'il n'osa même pas formuler clairement, que cette paix fragile dure encore un peu, ne serait-ce qu'un peu. Le vent d'automne soufflait doucement sur le domaine Moreau, agitant les feuilles dorées des vignes qui s'étendaient à perte de vue. La vie semblait avoir retrouvé un rythme nouveau, fragile et précieux. Étienne observait les changements de loin, partagés entre un espoir grandissant et une peur viscérale de tout perdre à nouveau. Un matin, alors qu'il revenait d'une réunion avec ses associés, il traversa la cour intérieure et aperçut une scène qui le figea sur place. Sous l'auvent de pierre, Élise soutenait Clémence par les épaules, la guidant doucement. Les petites jambes de la fillette, raides et tremblantes, cherchaient un équilibre incertain. Un déambulateur léger avait été installé, et malgré la difficulté évidente, Clémence avançait centimètre après centimètre vers un objectif invisible. « Encore un pas, ma belle » murmurait Élise, avec un sourire qui semblait illuminer toute la grisaille alentour. « Tu peux le faire. » Étienne sentit son cœur bondir dans sa poitrine.
Chaque pas de Clémence était un triomphe, une défaite contre le destin cruel qui l'avait enfermé dans un fauteuil. Il voulut avancer, intervenir, féliciter sa fille, mais il resta planté là, incapable de briser la magie fragile de l'instant. Clémence fit un dernier effort, puis épuisée, s'effondra dans les bras d'Élise, riant entre deux souffles haletants. Élise la serra contre elle avec tendresse, caressant doucement ses cheveux, murmurant des mots d'encouragement à son oreille. Étienne détourna les yeux, submergé. Ce n'était pas seulement de la gratitude qu'il ressentait, c'était autre chose, quelque chose de plus vaste, de plus dangereux. Le soir venu, le dîner se déroula dans une atmosphère plus légère qu'à l'accoutumée. Clémence ne cessait de raconter ses exploits, mimant fièrement ses pas chancelants. Étienne l'écoutait, souriant malgré lui, son regard se posant de temps à autre sur Élise, qui restait modeste, laissant Clémence briller sous la lumière de ses propres victoires. Après avoir couché sa fille, Étienne se retrouva une fois de plus à errer dans les couloirs sombres du château. Ses pas le menèrent, presque malgré lui, jusqu'à la terrasse arrière, où Élise, emmitouflée dans un châle, contemplait les étoiles naissantes. Il hésita un instant avant de s'approcher. Elle se retourna en entendant ses pas, mais ne sembla ni surprise ni gênée de sa présence. « Ils sont magnifiques, n'est-ce pas ?» dit-elle, en désignant le ciel. Étienne suivit son regard, découvrant une voûte céleste d'une clarté éclatante. « Je les avais oubliés, avoua-t-il, la voix basse. Élise sourit doucement. « On oublie vite les choses simples quand on a trop de douleur dans le cœur, » murmura-t-elle. Il sentit ses défenses chanceler. Elle ne disait rien de déplacé, rien de trop intime, mais chaque mot atteignait un endroit en lui qu'il croyait depuis longtemps inaccessible. Ils restèrent ainsi, en silence, partageant une intimité silencieuse sous le ciel infini. Pour la première fois depuis des années, Étienne sentit que le monde n'était peut-être pas entièrement fait d'ombre. Ce n'est que lorsqu'un frisson traversa Élise qu'il se rendit compte du froid qui tombait. « Vous allez attraper froid », dit-il brusquement, sa voix trahissant son trouble. Elle haussa les épaules avec un sourire léger. « Ce n'est rien. J'ai connu bien pire. » Cette phrase, simple et pourtant lourde de non-dit, frappa Étienne en plein cœur. Il voulut demander, comprendre, mais se retint. Ce n'était ni le lieu ni le moment, pas encore. Quand elle se retourna pour rentrer, son châle glissa de ses épaules. Étienne, par réflexe, avança pour le ramasser. Leurs mains se frôlèrent. Un contact furtif, presque inexistant, mais qui fit l'effet d'une décharge dans ses veines glacées. Élise releva les yeux vers lui, et durant une seconde suspendue, leurs regards se croisèrent, ouverts, vulnérables. Il aurait dû dire quelque chose. Mais les mots moururent sur ses lèvres, étouffés par la peur brute qui étreignait son cœur. Elle inclina doucement la tête, comme pour lui signifier qu'elle comprenait, sans avoir besoin d'explications, puis s'éloigna dans la nuit, le laissant seul avec ses batailles silencieuses. Étienne resta longtemps sur la terrasse, le châle d'Élise encore dans les mains, incapable de bouger, incapable de chasser la sensation du frôlement de leurs doigts. Ce soir-là, il sut qu'il était perdu, pas seulement pour Élise, mais pour l'idée même de pouvoir continuer à vivre comme avant. Une première brèche s'était ouverte dans le mur épais qu'il avait construit autour de lui, et il n'y avait désormais plus de retour en arrière possible. Les jours coulaient comme une rivière tranquille sur le domaine Moreau. L'automne avançait, drapant les vignes de rouge et d'or, tandis que la relation entre Clémence et Élise s'approfondissait avec une aisance presque irréelle. Étienne, de son côté, oscillait entre un besoin irrépressible d'être proche d'Élise et une terreur sourde de franchir une limite invisible qu'il s'était juré de ne jamais approcher. Un après-midi d'octobre, alors que Clémence était partie en promenade avec sa kinésithérapeute, Étienne proposa à Élise de lui faire découvrir les terres du domaine. La jeune femme accepta avec un sourire réservé, enfilant un manteau, léger avant de le suivre hors des murs du château. Ils marchèrent côte à côte à travers les vignes ondoyantes. L'air était vif, chargé de l'odeur humide de la terre et des feuilles en décomposition. Étienne parlait peu, préférant écouter le bruissement du vent et les pas légers d'Élise sur le chemin de gravier. Après un moment, ils atteignirent un vieux chêne solitaire, symbole immuable de la propriété. Étienne s'arrêta, posant une main sur l'écorce rugueuse. « Mon arrière-grand-père a planté cet arbre le jour de sa première récolte, » dit-il d'une voix basse.
Il disait que la patience était le seul chemin vers la vraie richesse. Élise effleura l'arbre du bout des doigts, son regard perdu quelque part au-delà des collines. « Il avait raison », murmura-t-elle. Son ton était si chargé de mélancolie qu'Étienne se tourna vers elle, surpris. Durant un instant, il aperçut dans ses yeux une tristesse profonde, bien plus ancienne que son jeune âge ne l'aurait laissé supposer. Il aurait pu se taire, respecter la pudeur de ce silence, mais quelque chose en lui, un instinct plus fort, que sa peur le poussa à poser la question. « Vous avez perdu quelqu'un, n'est-ce pas ?» Élise ne répondit pas tout de suite. Elle s'assit au pied du vieux chêne, ramenant ses genoux contre elle, le regard fixé sur l'horizon. « Mon frère » finit-elle par dire, d'une voix si douce qu'elle semblait se fondre dans le vent. « Il y a 5 ans. » Étienne sentit son estomac se nouer. Il s'assit à son tour, gardant une distance respectueuse, comme pour ne pas troubler la fragile confession qui émergeait. « Il était mon meilleur ami, » poursuivit Élise, « mon complice, mon protecteur, tout ce que j'avais. » Sa voix ne tremblait pas, mais Étienne perçut l'effort qu'elle déployait pour maintenir son calme. « Un accident de voiture » ajouta-t-elle simplement, comme si cela suffisait à tout expliquer. Le cœur d'Étienne se serra douloureusement. Il connaissait cette perte. Il connaissait trop bien cette violence sourde qui vous arrache ce que vous aimez, laissant derrière elle un vide que rien ne comble jamais. « Je suis désolé », murmura-t-il. Élise esquissa un sourire pâle. « Ce n'est pas de votre faute », répondit-elle doucement. « La vie est parfois cruelle sans raison. » Ils restèrent ainsi, 2 âmes abîmées partageant une solitude qu'aucun mot ne pouvait véritablement apaiser. Étienne sentit une gratitude étrange naître en lui. Gratitude pour ce moment, pour cette ouverture, pour cette confiance qu'Élise lui offrait sans condition. Il comprenait mieux maintenant cette force tranquille qu'elle dégageait, cette capacité à être présente sans jamais envahir. Elle connaissait la douleur, elle connaissait la perte, et pourtant, elle continuait à tendre la main, à offrir son amour, même brisé. Le soleil descendait lentement derrière les collines, projetant une lumière dorée sur les vignes endormies. Étienne se releva en premier, tendant une main vers Élise pour l'aider à se redresser. Elle hésita une fraction de seconde, puis accepta son geste. Leurs mains se rencontrèrent, chaudes et solides, et cette fois, Étienne n'eut pas peur de ce contact. Il le savoura, même brièvement, comme une promesse silencieuse. Ils reprirent le chemin du château sans un mot de plus, mais quelque chose avait changé entre eux. Une frontière avait été franchie, non par des aveux enflammés, mais par la simple reconnaissance d'une douleur partagée. Ce soir-là, Étienne contempla longtemps son reflet dans le miroir de sa chambre. Pour la première fois depuis 7 ans, il n'y vit pas seulement un homme en deuil, il vit aussi une possibilité. Fragile, incertaine, mais réelle. Le secret d'Élise n'avait pas créé de distance entre eux. Il avait, au contraire, tendu un pont sur l'abîme béant de leur solitude respective. Et au fond de son cœur, Étienne sut qu'il était prêt à prendre le risque d'avancer vers cette lumière tremblante, même si tout en lui criait encore de rester dans l'ombre. La semaine qui suivit leur promenade sous le vieux chêne fut marquée par une étrange douceur dans la maison Moreau. Clémence rayonnait d'une énergie nouvelle, son sourire devenant plus fréquent, ses rires plus francs. Étienne, de son côté, se surprenait à rechercher la présence d'Élise, trouvant des prétextes anodins pour croiser son regard, capter une bribe de conversation, prolonger un moment de silence partagé. Pourtant, la fragile harmonie fut bientôt perturbée. Un matin d'octobre, alors que la brume nimbait encore les vignes, Sophie Moreau franchit les grilles du domaine. Sa silhouette menue, élégante mais décidée, tranchait avec la douce langueur ambiante. Étienne l'accueillit avec un mélange d'affection et d'appréhension, conscient que sa sœur n'était pas venue simplement pour une visite de courtoisie. Ils s'installèrent dans le petit salon, une cheminée crépitant faiblement entre eux. Sophie, après avoir refusé poliment un verre de vin, planta ses yeux dans ceux de son frère. « On m'a parlé, » dit-elle sans détour, « de la nouvelle gouvernante, de son influence. » Étienne, pris au dépourvu, resta silencieux. Il n'aimait pas qu'on qualifie Élise ainsi, comme si elle était une force extérieure menaçant l'équilibre précaire de leur monde. « Les gens parlent toujours, » répondit-il avec un calme fin. Sophie haussa un sourcil sceptique. « Étienne, je te connais. Je sais voir quand tu essaies de dissimuler quelque chose, même à toi-même. » Il détourna le regard, fixant la danse hypnotique des flammes.
Ce n'est rien, mentit-il. Mais Sophie n'était pas dupe. Elle posa doucement sa main sur celle de son frère. « Je ne suis pas venue te juger, » dit-elle d'une voix plus douce. « Je suis venue te rappeler à quel point tout cela est fragile. » Étienne inspira profondément, sentant le poids de ses responsabilités lui écraser les épaules. « Clémence est plus heureuse que jamais, » murmura-t-il. « Et toi ?» demanda Sophie, le regard perçant. Il ne sut que répondre, car au fond de lui, il savait la vérité. Élise avait rallumé en lui des sentiments qu'il croyait morts. Elle avait fait renaître l'homme derrière l'ombre. « Je comprends que tu aies envie de vivre à nouveau, » poursuivit Sophie. « Mais, Étienne, réfléchis bien. Si cela tourne mal, ce ne sera pas seulement ton cœur qui en souffrira, ce sera celui de ta fille. » Chaque mot de sa sœur était comme un coup de poignard, car il savait qu'elle avait raison. Il connaissait les risques, la fragilité de ce qu'il éprouvait, l'enjeu colossal que représentait Clémence dans toute cette équation. « Élise n'est pas comme les autres, » protesta-t-il à voix basse, presque malgré lui. Sophie esquissa un sourire triste. « Peut-être pas, mais même les meilleures intentions peuvent finir en douleur, surtout quand les cœurs sont déjà fissurés. » Ils parlèrent peu après cela. Sophie partit peu après déjeuner, laissant derrière elle une lourde brume de doute dans l'esprit d'Étienne. Le reste de la journée, il évita Élise autant qu'il le put, prétextant des affaires urgentes à régler. Mais chaque fois qu'il croisait son regard, chaque fois qu'il entendait son rire cristallin en compagnie de Clémence, les barrières qu'il tentait de reconstruire se fissuraient un peu plus. Le soir venu, Étienne trouva refuge dans sa bibliothèque. Il tenta de se perdre dans ses vieux volumes de philosophie, cherchant désespérément des réponses dans les écrits de penseurs anciens. Mais aucun mot, aucune maxime, aucune doctrine n'apaisait l'angoisse qui montait en lui. Il se savait à l'orée d'un choix, continuer à se cacher derrière la sécurité froide de son isolement ou oser tendre la main vers cette femme lumineuse qui avait, sans le vouloir, réveillé tout ce qu'il y avait encore de vivant en lui. Le vent se leva à l'extérieur, faisant gémir les vieilles fenêtres. Étienne ferma les yeux, et dans un murmure que seul le vieux parquet entendit, il confessa « Je ne sais pas comment faire. » Car aimer de nouveau pour lui, ce n'était pas simplement ouvrir son cœur. C'était accepter de risquer encore une fois ce qu'il avait de plus précieux, et il n'était pas certain d'en avoir la force. Les jours suivants furent marqués par une tension sourde que ni Étienne ni Élise n'osaient nommer. Un voile invisible semblait s'être installé entre eux, fait d'hésitations, de silences prolongés, de regards évités au dernier moment. Clémence, cependant, semblait insouciante à cette lourdeur nouvelle, continuant de progresser sous l'attention bienveillante d'Élise, comme une fleur cherchant instinctivement la lumière. Puis vint cette nuit où tout bascula. Une pluie fine avait commencé à tomber sur Bordeaux, trempant les vignes et les pierres anciennes du domaine. Clémence, sujette aux infections depuis son accident, avait attrapé un rhume quelques jours auparavant. Ce qui n'était d'abord qu'une simple toux devint rapidement une fièvre inquiétante. Étienne, malgré tous ses moyens, se sentit impuissant. Il avait fait venir le médecin de la famille, qui prescrivit repos, hydratation et vigilance. Mais lorsque la nuit tomba, Clémence se mit à frissonner de manière incontrôlable, appelant faiblement son père à son chevet. Étienne monta, précipitamment à sa chambre, le cœur battant pour découvrir Élise déjà présente, assise sur le lit, tenant la petite main glacée de Clémence entre ses doigts. « Elle délire !» murmura Élise d'une voix tendue mais maîtrisée. Étienne s'approcha, sentant la chaleur anormale émaner du corps frêle de sa fille. Une panique ancienne, viscérale, le saisit à la gorge. Il voulut ordonner, agir, contrôler, mais face à la gravité du moment, il se retrouva paralysé. C'est Élise qui prit les commandes avec une calme autorité. « Je vais rester avec elle toute la nuit », dit-elle fermement. « Elle a besoin de sentir qu'elle n'est pas seule. » Étienne voulut protester par réflexe, par peur de demander trop à cette jeune femme déjà trop généreuse. Mais le regard qu'elle posa sur lui, empli de douceur et de détermination, l'en empêcha. Alors il acquiesça, incapable de trouver sa voie. La nuit fut longue. Étienne resta assis dans un fauteuil près du lit, observant Élise éponger le front brûlant de Clémence, lui murmurer des paroles rassurantes, ajuster les couvertures avec une attention infinie. Il ne dormait pas. Il ne pouvait pas. Chaque gémissement de Clémence était une lame dans son cœur, mais plus que tout,
Il était ébranlé par la présence inébranlable d'Élise, par sa tendresse, par cette force silencieuse qui semblait défier la fatigue et la peur. Vers 3 heures du matin, lorsque la fièvre commença enfin à retomber, Élise, exténuée mais souriante, se tourna vers Étienne. « Elle va s'en sortir » souffla-t-elle. Étienne sentit une émotion brutale lui couper le souffle. Sans réfléchir, il se leva et, dans un geste spontané et maladroit, prit la main d'Élise dans la sienne. « Merci » dit-il, la voix brisée. Élise serra doucement ses doigts, son regard plongé dans le sien, plein d'une compassion si pure qu'elle en était presque insupportable. À cet instant, Étienne comprit. Peu importait ce que Sophie lui avait dit, peu importaient les risques, les convenances, les peurs. Élise n'était pas une simple employée. Elle était devenue, en quelques semaines, la lumière même dans l'obscurité de leur vie. Le jour se leva sur un domaine lavé par la pluie. Clémence dormait enfin paisiblement, ses traits détendus. Étienne descendit en silence avec Élise, épuisé mais lié par une nuit qui les avait transformés, à jamais. Dans la cuisine, autour d'un café fumant, Étienne osa enfin briser le mur qui subsistait encore entre eux. « Vous auriez pu partir, » dit-il d'une voix rauque. « Personne ne vous aurait blâmé. » Élise releva doucement les yeux vers lui, un sourire triste au coin des lèvres. « Je n'abandonne pas ceux que j'aime, » répondit-elle simplement. Il y eut un moment suspendu, où tout sembla possible, où la vie, dans toute sa fragilité, offrait une seconde chance inattendue. Étienne voulut parler, lui dire ce qu'il sentait, lui promettre des choses qu'il n'était pas sûr de pouvoir tenir. Mais Élise posa un doigt léger sur ses lèvres, l'arrêtant. « Pas maintenant, » murmura-t-elle. « Prenons soin d'elle, d'abord. » Il hocha la tête, incapable de formuler la moindre objection. À cet instant précis, Étienne sut que, quoi qu'il advienne, il ferait tout pour ne pas perdre cette femme. Il se battrait contre ses peurs, contre ses doutes, contre les fantômes de son passé. Parce qu'Élise avait choisi de rester. Et pour la première fois depuis 7 ans, Étienne Moreau sentait en lui naître une certitude. Peut-être, juste peut-être, méritait-il encore d'être heureux. Les jours suivant la nuit de la fièvre passèrent dans un calme étrange, presque irréel. Clémence se remettait peu à peu, retrouvant ses sourires discrets et ses petites plaisanteries d'enfant. Le domaine, baigné par un soleil pâle d'automne, semblait lui aussi respirer un peu mieux, comme si la maison tout entière avait échappé à un péril invisible. Étienne, cependant, se débattait avec une tempête intérieure. Depuis, cette nuit-là, il ne pouvait plus ignorer ce qui brûlait en lui. Chaque geste d'Élise, chaque sourire qu'elle offrait à Clémence ou à lui, ravivait une chaleur qu'il avait cru éteinte à jamais. Elle n'était plus seulement la présence douce et rassurante dans leur vie brisée, elle était devenue le centre de ses pensées, de ses espoirs inavoués, de ses peurs les plus profondes. Un soir, alors que Clémence dormait déjà et qu'Élise rangeait quelques affaires dans le salon, Étienne, incapable de lutter davantage, s'avança vers elle. Son cœur battait avec une violence presque douloureuse contre ses côtes. « Élise !» appela-t-il d'une voix rauque. Elle se retourna, surprise, une pile de livres entre les bras. Ses yeux rencontrèrent les siens et en un instant, toute la tension accumulée entre eux devint palpable, presque étouffante. Sans réfléchir, Étienne franchit les derniers pas qui les séparaient. Il prit délicatement les livres de ses bras et les posa sur la table, libérant ses mains tremblantes. Puis, dans un geste à la fois hésitant et désespéré, il effleura sa joue du bout des doigts. Élise ne recula pas. Elle resta là, immobile, les lèvres entr'ouvertes, le souffle court. Étienne sentit sa gorge se serrer. Les mots qu'il voulait prononcer semblaient bien dérisoires face à ce qu'il ressentait. Alors il se pencha lentement, cherchant une permission silencieuse dans ses yeux. Leurs fronts se frôlèrent, leurs souffles se mêlèrent. Mais juste avant que leurs lèvres ne se touchent, une peur brutale s'empara d'Étienne. Il recula brusquement, comme brûlé par une flamme trop vive. Il fit quelques pas en arrière, secouant la tête, les poings serrés. « Je suis désolé », balbutia-t-il, incapable de soutenir son regard. Élise, déstabilisée, fit un mouvement vers lui, mais il leva une main pour l'arrêter. « Je ne peux pas », murmura-t-il, plus pour lui-même que pour elle. « Je ne dois pas. » Le visage d'Élise se referma lentement. Elle acquiesça, sans colère, sans reproche, mais avec une douleur muette dans les yeux qui transperça Étienne.
jusqu'à l'âme. Elle ramassa silencieusement les livres, reprenant son travail comme si rien ne s'était passé, comme si elle n'était pas en train de cacher une blessure fraîche sous son calme apparent. Étienne quitta la pièce précipitamment, le cœur au bord de l'implosion. Il erra dans les couloirs sombres du château, hanté par ce qu'il venait de fuir. La peur l'avait rattrapé, plus forte que jamais, peur d'aimer à nouveau, peur de perdre encore, peur de ne pas être assez fort pour protéger ceux qu'il aimait. Il se maudit pour sa lâcheté, pour son incapacité à saisir le bonheur quand il se présentait enfin. Mais au fond, il savait que la blessure était encore trop vive, que la culpabilité le rongeait toujours comme un poison. Il passa une nuit blanche à ressasser ses erreurs, allongé dans son lit froid, incapable de chasser l'image d'Élise, de son esprit. Au petit matin, alors que la lumière grise filtrait à peine par les rideaux, il sut qu'il devait prendre une décision. Soit il laissait ses peurs le gouverner pour toujours, condamné à une vie de regret et de solitude. Soit il trouvait le courage d'affronter ce que son cœur lui criait depuis des semaines. Mais pour l'instant, il n'était pas prêt. Et il savait que chaque minute d'indécision risquait de les éloigner un peu plus l'un de l'autre. Les jours suivants furent lourds de malaise. Étienne et Élise, malgré leurs efforts pour préserver une apparence de normalité, étaient comme deux acteurs prisonniers d'une pièce dont ils avaient perdu le fil. Clémence, attentive aux moindres variations d'humeur autour d'elle, semblait ressentir cette tension, sans en comprendre la cause. Étienne se réfugia dans son travail. Il passait des heures dans les vignes, supervisant la préparation de la récolte tardive, tentant vainement de fuir ses pensées. Mais chaque fois qu'il croisait Élise dans un couloir, chaque fois que leurs regards se frôlaient, la culpabilité et le désir l'assaillaient avec une intensité insupportable. Ce fut dans ce climat fragile qu'un événement imprévu survint. Clémence devait participer à une journée spéciale à son école, un projet organisé par les enseignants pour encourager l'inclusion des enfants handicapés. Étienne, malgré ses réticences à sortir de son cocon protecteur, avait promis d'accompagner sa fille. Élise, naturellement, serait là aussi pour l'assister. Le matin de l'événement, Bordeaux était enveloppé d'un brouillard épais. Le trajet en voiture se fit en silence. Étienne au volant, Clémence et Élise à l'arrière. La petite fille, toute excitée, babillait sur les jeux et les ateliers prévus, ignorant la tension muette entre les deux adultes. À l'école, la cour était animée. Des enfants couraient partout. Des enseignants installaient des stands de jeux. Étienne, mal à l'aise dans cet environnement bruyant, se força à sourire pour Clémence. Élise, elle, semblait parfaitement à l'aise, saluant les instituteurs avec cette chaleur simple qui la caractérisait. Après quelques discours formels, les activités commencèrent. Étienne observa Élise aider Clémence à participer à un atelier de peinture. Il la regarda rire avec les enfants, encourager Clémence à tremper ses mains dans les pots de couleurs et sentit un mélange de tendresse et de tristesse l'envahir. C'est alors que le passé vint brutalement à sa rencontre. Près du stand de boissons, un panneau d'information attira son attention. Une série de photos montrait des bénévoles ayant œuvré pour l'intégration des enfants handicapés. Parmi eux, un visage connu, Élise, souriante, un peu plus jeune, tenant la main d'un garçon en fauteuil roulant. Intrigué, Étienne s'approcha pour lire la légende sous la photo. Ses yeux se figèrent. Élise Laurent en mémoire de son frère Adrien, décédé dans un accident de la route en 2020. Le monde sembla vaciller sous ses pieds. Adrien, un prénom banal mais qui réveilla en lui un souvenir terrible, celui d'un autre accident, un soir de pluie, non loin de la route départementale qui bordait ses propres terres. Le cœur battant, Étienne sentit les pièces du puzzle s'assembler avec une violence implacable. Le frère d'Élise avait perdu la vie dans un accident similaire à celui qui avait brisé sa propre famille. Peut-être, pensa-t-il, sur la même route, peut-être même en croisant le même destin. Il recula d'un pas, les mains tremblantes. Le lien entre lui et Élise était plus profond qu'il ne l'avait imaginé. Un lien tissé de douleurs parallèles, de pertes similaires, mais aussi peut-être d'une culpabilité commune. Quand il retrouva Élise près du stand de peinture, il ne put s'empêcher de la regarder autrement. Elle était là, éclatante de vie malgré tout, bâtissant des ponts là où d'autres auraient dressé des murs. Elle était la preuve vivante qu'il était possible de survivre au pire. Mais Étienne, lui, doutait encore de sa capacité à mériter un tel miracle. Sur le chemin du retour, Clémence, épuisée mais ravie, s'endormit dans son siège.
Le silence régnait à l'avant de la voiture. Étienne prit une inspiration tremblante. « Élise !» commença-t-il, la voix rauque. « Ton frère, Adrien !» Elle tourna la tête vers lui, surprise par ce soudain changement de ton. « Oui, » répondit-elle doucement. « Il est mort il y a 5 ans. Une voiture a dérapé sous la pluie. On ne saura jamais vraiment ce qui s'est passé. » Étienne sentit une nausée le submerger. Il avait envie de lui dire qu'il connaissait cette route, qu'il connaissait cette pluie, qu'il connaissait cette douleur, mais il se tut. Ce n'était pas le moment. Ce n'était peut-être jamais le moment. Pourtant, dans ce silence chargé, une vérité simple éclata en lui. Il ne pouvait plus se cacher, ni d'Élise, ni de son propre cœur. Le passé, avec toute sa violence, avait croisé le présent, et il savait désormais que le choix de l'ignorer n'existait plus. Le soir tomba sur le domaine Moreau dans qu'un silence presque sacré. Le vent s'était levé, portant avec lui les premiers parfums d'hiver, une odeur de terre mouillée et de feuilles en décomposition. Étienne, assis dans son bureau, regardait, sans voir les flammes danser dans la cheminée. Depuis leur retour de l'école, une tension sourde n'avait cessé de monter en lui, une marée inexorable qu'il ne pouvait plus repousser. Clémence était couchée, sa respiration calme prouvant que, pour elle au moins, ce jour avait été une victoire. Mais pour Étienne, c'était une nuit de bataille. Il n'en pouvait plus de ce poids au fond de sa poitrine, de ce gouffre entre lui et Élise, creusé par tout ce qu'il n'osait dire, tout ce qu'il craignait de ressentir. Une averse soudaine s'abattit sur les vitres, et ce fut comme un signal. Sans réfléchir davantage, il se leva, traversa les couloirs sombres et alla frapper doucement à la porte de la chambre qu'occupait Élise. Elle ouvrit presque aussitôt, vêtue simplement d'un pull épais et d'un pantalon de laine. Ses cheveux encore humides tombaient en boucles indisciplinées sur ses épaules. Lorsqu'elle vit Étienne, la surprise passa dans ses yeux, vite remplacée par une inquiétude silencieuse. « Puis-je entrer » demanda-t-il d'une voix rauque. Elle s'écarta sans un mot pour le laisser passer. La chambre était chaleureuse, décorée simplement, avec quelques livres éparpillés sur une table, une écharpe oubliée sur un fauteuil. Rien n'était factice dans l'espace d'Élise. Tout respirait l'authenticité, la vie discrète et profonde. Étienne resta un moment immobile, incapable de trouver par où commencer. Finalement, il se tourna vers elle, incapable de masquer son trouble. « Je dois te dire quelque chose », murmura-t-il. Élise l'observa en silence, patiente, respectueuse de la bataille intérieure qu'elle devinait. « Je vis avec une culpabilité », continua-t-il, la gorge serrée. « Depuis 7 ans. Le soir de l'accident, j'aurais dû être au volant, mais j'ai laissé Camille conduire. Je savais que la route était dangereuse sous la pluie, mais j'étais fatigué, distrait. » Sa voix se brisa. Il sentit Élise s'approcher, mais elle ne le toucha pas, lui laissant l'espace de se vider de ce poids étouffant. « Quand j'ai appris ce qui était arrivé à ton frère, poursuivit-il avec peine, j'ai senti que tout était lié, comme si, d'une manière ou d'une autre, j'avais aussi une part de responsabilité, dans tout. » Élise posa enfin une main légère sur son bras, un contact si doux, si humain, qu'il faillit s'effondrer. « Étienne, dit-elle doucement, tu n'es pas responsable de tout le malheur du monde. » Il secoua la tête, incapable d'accepter si facilement ce pardon qu'il ne s'accordait pas lui-même. « Tu ne comprends pas. Si je me permets de t'aimer... » Il ferma les yeux, cherchant ses mots. « Si je t'aime, j'aurai l'impression de trahir Camille, de trahir tout ce que j'ai perdu. » Le mot était enfin lâché. « Aimer. » Élise ne recula pas. Elle resta là, ancrée, forte, incarnant tout ce qu'il n'osait espérer. « Camille restera toujours dans ton cœur, dit-elle, ses yeux brillants d'émotion. Elle fait partie de toi, mais ça ne veut pas dire que tu n'as plus le droit de vivre, ni d'aimer de nouveau. » Étienne sentit les larmes lui monter aux yeux, brûlantes, inévitables. Des larmes de rage, de tristesse, de soulagement aussi. « Je suis brisé, murmura-t-il. « Moi aussi, répondit Élise, sans détour. Ils restèrent ainsi, 2 âmes cassées, 2 survivants d'un monde qu'ils n'avaient pas choisi. Puis, avec une lenteur infinie, Étienne tendit la main. Élise la saisit, sans hésitation. Il la tira doucement contre lui, et cette fois, il n'y eut ni peur ni fuite, seulement la chaleur d'une étreinte fragile, précieuse. Leur premier baiser fut d'une douceur presque douloureuse, comme une promesse silencieuse de reconstruction, de patience, de courage partagé. Dehors,
La tempête battait son plein, secouant les arbres, fouettant les murs de pierre. Mais à l'intérieur de la chambre, il n'y avait que la tendresse, le souffle de deux cœurs meurtris qui retrouvaient enfin le droit de battre à l'unisson. Le lendemain matin, un soleil pâle perçait les derniers nuages, projetant sur le domaine une lumière douce et incertaine, comme si même le ciel hésitait entre la mélancolie de l'orage passé et la promesse d'un renouveau. Étienne se réveilla avec une sensation étrange, un calme inhabituel au creux de la poitrine, mêlé à une peur sourde. Élise était partie discrètement de sa chambre avant l'aube, laissant derrière elle un espace vide, mais chargé d'une tendresse palpable. Étienne sentit cette absence comme une blessure douce, différente de toutes celles qu'il avait connues. Elle n'était pas faite de perte, mais d'attente. Clémence, quant à elle, semblait radieuse. Elle bavarda tout au long du petit déjeuner, racontant en détail l'événement de l'école, ses projets de peinture et les nouvelles chansons apprises. Étienne, encore ébranlé par la nuit précédente, l'écoutait avec une attention fébrile, découvrant chez sa fille une lumière qu'il n'avait pas vue depuis des années. Après le repas, alors qu'il rangeait distraitement quelques papiers dans son bureau, Clémence entra, son fauteuil roulant grinçant légèrement sur le parquet ciré. Elle s'arrêta devant lui, l'air solennel. « Papa, dit-elle d'une voix sérieuse, est-ce qu'Élise va rester avec nous pour toujours ?» Étienne sentit son cœur se serrer à une vitesse fulgurante. La question, innocente dans la bouche d'un enfant, avait la puissance d'un coup de tonnerre. Il posa ses papiers, se pencha vers elle. « Pourquoi tu me demandes ça, ma chérie ?» murmura-t-il. Clémence haussa les épaules, jouant avec une mèche de ses cheveux. « Parce qu'avec elle, tout est plus beau, » répondit-elle simplement. « Et je crois que tu souris plus aussi maintenant. » Ces mots, dits sans la moindre malice, frappèrent Étienne en plein cœur. Il passa une main tremblante sur son visage, tentant de chasser l'émotion qui le submergeait. « Je veux qu'elle reste, » ajouta Clémence, les yeux brillants. « Pour toujours. » Étienne la serra contre lui, sentant les larmes lui monter aux yeux. Il comprit alors que ce n'était pas seulement son propre bonheur qu'il avait entre ses mains, mais aussi celui de sa fille. Et pour la première fois depuis si longtemps, il entrevit avec clarté le chemin qu'il devait emprunter. Le reste de la journée fut une lutte intérieure constante. Il croisa Élise plusieurs fois, échangeant avec elle des regards lourds de tout ce qui n'avait pas encore été dit. Mais il hésitait encore, paralysé par l'ampleur du pas à franchir. Ce fut Clémence, encore une fois, qui précipita le destin. En début de soirée, alors qu'Élise s'apprêtait à remonter dans ses quartiers, Clémence la retint par la main. « Élise, dit-elle, la voix pleine d'une solennité enfantine. Tu pourrais rester pour toujours avec nous ?» Élise, prise, au dépourvu, échangea un regard confus avec Étienne, mais dans celui-ci, elle ne lut pas de refus, pas de mise en garde. Au contraire, elle y trouva une supplique silencieuse. Alors Étienne fit ce qu'il aurait dû faire depuis longtemps. Il s'approcha, le cœur battant à tout rompre, et s'agenouilla devant Clémence et Élise. « Nous aimerions que tu restes, » dit-il d'une voix tremblante, « pas seulement comme employé, pas seulement comme aide, mais comme partie intégrante de notre famille. » Un silence épais suivit ces mots. Élise resta figée, les yeux écarquillés, incapable de parler, pendant un moment. Étienne prit sa main sans précipitation, avec la douceur d'un homme qui savait combien elle pouvait fuir s'il la brusquait. « Je ne peux pas te promettre que ce sera facile, » continua-t-il. « Nous avons tous nos blessures. Mais je sais une chose, je ne veux plus vivre sans toi. » Clémence, les yeux brillants, serra la main d'Élise comme pour appuyer les paroles de son père. Élise éclata en sanglots silencieux, cachant son visage entre ses mains. Étienne sentit une terreur l'envahir, craignant avoir franchi une limite qu'il n'aurait pas dû dépasser. Mais lorsqu'Élise releva enfin la tête, son sourire, trempé de larmes, effaça tous ses doutes. « Oui, » murmura-t-elle, « je resterai, avec vous, avec toi. » Étienne la prit dans ses bras, Clémence se joignant à eux dans une étreinte maladroite mais parfaite. Pour la première fois depuis 7 ans, Étienne sentit que l'avenir n'était plus un champ de ruines. Il était un chemin à reconstruire, pierre par pierre, main dans la main avec celle qui avait su rallumer sa lumière intérieure. Et dans cette étreinte partagée, sous la lumière dorée d'un crépuscule tardif, il trouva enfin ce qu'il avait perdu, une famille, une maison et surtout l'espoir.
Les semaines qui suivirent scellèrent la promesse silencieuse faite ce soir-là. Le domaine Moreau, autrefois figé dans le chagrin et l'inertie, sembla se réinventer jour après jour. Chaque matin portait en lui une douceur nouvelle, un éclat de vie qui prenait racine au cœur même de ces pierres froides. Élise demeura fidèle à ses paroles. Elle resta, non pas comme une employée soumise, ni comme une étrangère respectueuse, mais comme une présence véritable, un pilier discret sur lequel Étienne et Clémence apprirent peu à peu à s'appuyer sans crainte. Ils établirent ensemble une routine empreinte de simplicité. Les promenades dans les vignes, les goûters improvisés sous le vieux chêne, les longues soirées passées à lire près de la cheminée devinrent autant de petits rituels qui tissaient entre eux un lien plus fort que tous les serments. Étienne, fidèle à sa promesse intérieure, prit soin de ne jamais précipiter les choses. Il respecta les silences d'Élise, ses moments de repli, ses regards parfois perdus dans le passé. Il comprenait désormais que l'amour véritable ne naissait pas dans l'urgence ou l'exubérance, mais dans la patience et l'attention quotidienne. De son côté, Élise offrit son cœur sans réserve, mais avec une pudeur infinie. Elle ne parlait pas souvent de son frère, ni de la douleur ancienne qu'elle portait encore, mais chaque sourire, chaque caresse sur les cheveux de Clémence, chaque regard tendre posé sur Étienne témoignait de la profondeur de son engagement. Clémence, elle, s'épanouissait à vue d'œil. Sa complicité avec Élise devenait plus forte chaque jour. La petite fille, autrefois si repliée sur elle-même, osait désormais des gestes nouveaux, un éclat de rire bruyant, un caprice innocent, une bouderie passagère suivie d'un pardon spontané. Et puis il y eut ce jour d'hiver, lumineux, malgré le froid mordant. Le médecin de Clémence, lors d'une visite de contrôle, observa avec étonnement les progrès de la fillette. Grâce au travail acharné d'Élise et à l'amour constant dont elle était entourée, Clémence avait retrouvé une force musculaire suffisante pour envisager, avec beaucoup de soutien, quelques pas assistés. La nouvelle tomba comme un cadeau tombé du ciel. Ce fut Élise qui, la première, proposa d'essayer. Ils installèrent un parcours simple dans le salon, entre le fauteuil roulant et un fauteuil profond placé contre le mur. Étienne, nerveux, tenait Clémence sous les bras tandis qu'Élise l'encourageait doucement, agenouillée devant elle. « Un pas à la fois, murmura-t-elle. Je suis là, ton papa est là. » Clémence, concentrée, fit un premier mouvement, chancelant mais déterminé, puis un autre. Son visage tendu, rougi par l'effort, s'illumina soudain d'un sourire éclatant. Étienne sentit son cœur éclater dans sa poitrine. Au bout de quelques secondes, Clémence s'effondra dans le fauteuil, riant aux éclats, les joues en feu. Étienne et Élise l'entourèrent immédiatement, la couvrant de compliments, d'embrassades maladroites, d'éclats de rire heureux. Ce jour-là, une victoire silencieuse fut gravée dans les pierres du domaine. Pas seulement pour Clémence, pour eux tous. Dans les jours qui suivirent, Étienne et Élise parlèrent de l'avenir, non pas avec des promesses grandiloquentes, mais avec des projets simples. Adapter la maison pour les besoins changeants de Clémence, envisager des voyages, rêver de petits bonheurs à construire patiemment. Étienne, pour la première fois depuis tant d'années, se surprit à faire des plans qui ne portaient pas la marque de la douleur ou du deuil. Il parlait de vendanges futures, de dîners sous les étoiles, de saisons entières qu'il voulait vivre à ses côtés. Élise, quant à elle, posait son regard calme sur ses rêves naissants, les accueillant avec une gratitude silencieuse, consciente plus que quiconque de la fragilité de chaque instant de bonheur. Un soir, alors qu'il était seul sur la terrasse, enveloppé dans des couvertures épaisses, Étienne prit la main d'Élise dans la sienne. « Je ne te demande pas de tout oublier, » dit-il doucement, « ni de tout reconstruire d'un seul coup. Je te demande seulement de continuer à marcher à nos côtés, un pas à la fois. » Élise sourit, ce sourire timide et lumineux qui avait conquis son cœur sans qu'il le sache. « Un pas à la fois », répéta-t-elle. Sous les étoiles d'hiver, dans l'air glacé où flottait encore l'odeur des dernières feuilles mortes, ils scellèrent leur engagement non par des mots solennels, mais par une confiance renouvelée. Ils avaient choisi de ne pas laisser leurs blessures dicter leur avenir. Et dans cette décision partagée, ils posaient les fondations d'un chemin nouveau, imprévisible, mais infiniment précieux. Le printemps arriva sur le domaine Moreau comme une bénédiction silencieuse. Les vignes, endormies tout l'hiver, éclatèrent de nouveaux bourgeons, tissant entre elles des lignes vertes et vivantes sur les collines douces de Bordeaux. Là,
nature renaissait, et avec elle une vie nouvelle s'épanouissait dans les murs autrefois figés du vieux château. Étienne et Élise avaient trouvé leur rythme, tissé patiemment au fil des jours, un rythme fait de confiance, de respect et d'un amour discret mais indestructible. Clémence, au centre de leur univers, en était la première bénéficiaire. Sa joie débordait désormais de manière contagieuse, emplissant la maison de rires éclatants et de petits cris de bonheur. Les progrès de la petite fille étaient impressionnants. Grâce à l'attention constante d'Élise et au soutien indéfectible de son père, elle accomplissait des miracles que même ses médecins n'osaient espérer. Chaque jour, elle gagnait en force, en autonomie, en confiance. Un matin d'avril, lors d'une cérémonie improvisée dans les jardins, Clémence, vêtue d'une robe blanche légère, fit quelques pas hésitants entre Étienne et Élise, sous les acclamations tendres de quelques amis et employés proches de la famille. Ses mains serrées dans celles d'Élise et d'Étienne, elle avançait avec une détermination féroce, chaque pas arrachant un peu plus de larmes d'émotion aux yeux de son père. À mi-parcours, elle leva les yeux vers eux, son visage baigné de lumière, et murmura avec un sourire rayonnant « On y arrive ». Étienne sentit son cœur éclater d'une fierté immense. Élise, les yeux embués, serra doucement la main de Clémence en signe d'encouragement. C'était une scène simple. 3 êtres unis par la douleur, par la perte, mais plus encore, par la volonté commune de guérir, de grandir, de s'aimer malgré les cicatrices. Après cet instant précieux, ils s'assirent ensemble sous le vieux chêne, celui qui avait vu tant d'histoires passer et qui devenait désormais le témoin silencieux d'un renouveau. Étienne tourna le visage vers Élise, la lumière du soleil jouant dans ses cheveux. « Je n'aurais jamais cru que cela soit possible », murmura-t-il. Élise lui sourit, ce sourire calme et profond qui avait conquis chaque recoin brisé de son âme. « Moi non plus », répondit-elle simplement. Il caressa doucement sa joue, savourant la chaleur de sa peau sous ses doigts. Aucun mot grandiose n'était nécessaire. L'amour qu'il éprouvait pour elle, immense, humble, absolu, se lisait dans chaque geste, dans chaque regard. Le soir, venu alors que Clémence dormait paisiblement et que la nuit étendait son manteau d'étoiles sur Bordeaux, Étienne et Élise restèrent sur la terrasse, blottis l'un contre l'autre sous une couverture légère. Le domaine s'étendait devant eux paisible, vibrant de cette vie nouvelle qu'ils avaient eu le courage de créer ensemble. Étienne prit une profonde inspiration, savourant l'air tiède du printemps. « Tu sais, murmura-t-il à Élise, pendant longtemps, je croyais que j'étais condamné à vivre seul avec mes regrets. » Élise releva la tête, ses yeux clairs brillant dans l'ombre. « Les regrets font partie de nous, » répondit-elle, « mais ils ne doivent pas nous définir. » Il serra un peu plus fort ses bras autour d'elle. « Grâce à toi, grâce à Clémence, je crois que je peux enfin vivre pour ce qui est devant moi et non pour ce que j'ai perdu. » Élise posa un baiser léger sur ses lèvres, scellant cette promesse silencieuse. Dans le ciel, les premières étoiles de la soirée scintillaient, comme 1000 promesses. Étienne comprit alors que l'amour véritable n'était pas fait de passions dévorantes ou d'élans irréfléchis. Il était tissé de gestes simples, de regards complices, de silences partagés, et surtout du courage d'avancer main dans la main, même lorsque le chemin semblait incertain. Et sur ce chemin, au cœur des vignes renaissantes de Bordeaux, l'amour fleurissait enfin. Pas comme une explosion soudaine, mais comme une vigne ancienne, robuste et fidèle, qui après un hiver long et cruel, retrouve la force de donner ses plus beaux fruits. Un amour reconstruit patiemment, humblement, un amour fait pour durer, pour toujours.